Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour à nos invités. Elisabeth Martichoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes éditorialiste sur LCI et sur TF1. On vous retrouve dans État de santé une fois par mois sur LCP. Je pense que les auditeurs, les téléspectateurs vous connaissent. Et Catherine Mangin, bonjour. Vous êtes également, vous avez été journaliste. Vous l'êtes. Est-ce que vous dites que vous l'êtes toujours ou pas? Est-ce qu'on on est toujours journaliste, on reste toujours journaliste. Je pense aussi. Vous êtes vice-présidente de Publicis et vous êtes là toutes les deux pour nous parler d'un livre formidable sur l'art de perdre en politique. C'est 20 exemples à ne pas suivre quand on veut gagner. C'est un livre absolument passionnant, fascinant, une plongée dans la nature humaine de nos hommes et femmes politiques. On verra s'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Tous ceux qui ont pu se présenter à des élections, qui ont perdu pratiquement tous. Hein. C'est un peu la règle, Catherine, non? Oui, on perd toujours. C'est Sarkozy, je crois, qui dit ça. Oui, puis de toute façon, il y a une règle en politique, c'est qu'on perd beaucoup plus qu'on ne gagne. Ouais. Mais alors moi, ce qui m'a étonné dans votre livre, c'est que on devrait, parce qu'il y a les législatives, enfin, il y a plein d'élections, et ils sont pas prêts à perdre, en fait. Ben non, parce que si vous voulez faire de la politique, il faut avoir l'esprit de la gagne. Oui. Vous êtes dans la conquête. Oui. Vous allez chercher des circonscriptions, des mairies. Alors, on a quand même... On pourrait être dans l'acceptation. Voilà, on a quand dans un début de chapitre, on explique qu'il y en a qui sont là pour participer voilà. À la Coubertin. Ouais. Ils savent qu'ils gagneront jamais. Vous savez bien que Philippe Poutou, il va pas gagner. Ouais. Mais il entretient son courant politique, ce qui est intéressant, qui est historique, comme l'a Guillet, dans le fond, pendant longtemps, en se présentant. Mais ce qui nous intéresse, c'est les compétiteurs, ceux qui sont là pour gagner, ceux qui s'illusionnent sur leur capacité de gagner, ça me fascine. Ouais. Moi, je vous ai dit, François Bayrou, le chapitre sur François Bayrou est absolument passionnant parce que il ne se pose aucune question. Jamais. Presque jamais. Mais on va en reparler. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de lucidité? Ils font semblant de ne pas en avoir. Certains sont dans le déni, ça c'est vrai. C'est pas le cas de tous. Hein. Certains sont quand même capables d'appréhender ce qui les entoure. Mais il faut bien voir qu'ils sont tellement engagés dans ce parcours, ils veulent tellement rester à bord que parfois effectivement ils s'illusionnent un peu. Oui, ils s'illusionnent un peu. Et alors tous ont accepté de vous répondre? Non. François Hollande, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, François Bayrou et d'autres nous ont parlé. Jean-François Copé, qui est très drôle dans beaucoup d'autodérision, parce qu'il a beaucoup perdu, il en a pris plein la tête. Bruno Le Maire. Il a dit, Bruno Le Maire, quand je perds, c'est comme si j'avais m'étais pris l'Everest, alors qu'il a 32 ans et qu'il perd une législative. Bruno Le Maire, par lequel on commence. Oui, vous commencez par lui. Son témoignage est particulièrement touchant et rare. Absolument. Il est rare que les politiques exposent leurs faiblesses. Et racontent comment ils ont été lâchés et la détresse dans laquelle il s'est retrouvé après. C'est ce qui ouvre le livre. Avec des enfants qui le disent, ils me regardent comme une loque. Ouais. Oui, non, c'est très fort. Ce premier chapitre est très fort. Et il y a les bons et les mauvais perdants. Et on va en reparler avec vous dans un instant. Mais c'est le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Il y a tout juste un an, le jeune Thomas a été poignardé lors d'une soirée à Crépol. Eh bien, le meurtrier, au bout d'un an, n'est toujours pas identifié, malgré 14 personnes mises en examen. Hier, il y avait un reportage dans le 20h de France 2 sur cet un an après l'affaire, où on ne sait toujours pas qui a poignardé le jeune Thomas. Personne n'a oublié son visage. Hier encore, les camarades de classe de Thomas Perotto déposaient des fleurs devant sa stèle pour lui rendre hommage. Un an après la mort tragique du jeune lycéen, l'enquête se poursuit. 14 personnes, dont 3 mineurs, sont mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre. Mais qui est l'auteur du coup mortel? Les enquêteurs n'ont toujours pas pu l'identifier. Mais l'étau se resserre autour de 2 suspects qui ont reconnu être porteurs d'un couteau ce soir-là, sans pour autant, disent-ils, l'avoir utilisé. Aujourd'hui encore, tous contestent les faits, comme nous le confirme l'avocat de 7 d'entre eux. Mes clients sont parfaitement constants. Ils n'ont pas porté ces coups de couteau, ils sont innocents, ils veulent simplement que l'instruction le démontre. Les enquêteurs ont entendu plus d'une centaine de témoins et analysé les vidéos tournées par les jeunes pendant le bal. Des images comme celle-ci, où l'on voit une bagarre dans la pénombre et dans la confusion. Impossible de savoir qui est porteur d'un couteau et qui frappe. Ouais. Vous avez entendu, on plante, il y a forcément un des jeunes qui est au courant et qui ne parle pas en fait. Vous avez quel regard sur cette affaire?
C'est un épisode je trouve, qui montre la fracture, la fracture qui peut exister. Au sein de la France, on parle beaucoup de l'archipélisation, c'est vrai. Il y a une polarisation, une récupération politique, mais en termes d'enquête, c'est vrai qu'un an après, ne pas savoir... Il y en a d'autres, des énigmes judiciaires. Mais celle-là, vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a des témoins. Il y a des gens qui savent. Et donc, c'est l'omerta. Et donc, c'est l'impasse dans laquelle on est qui, je pense... nourrit beaucoup d'angoisse et d'anxiété en France. Alors, on connaissait Ivana Trump, les fils Trump, bien sûr, la belle Melania Trump. Maintenant, c'est la petite fille de Donald Trump, Kai. Alors, c'est devenu la coqueluche des médias, Kai. Elle a été beaucoup présente durant la campagne de Donald Trump. Elle est aussi présente dans les réseaux sociaux. Petite présentation de Kai Trump et... C'est son papy Trump. Kai Trump partage sa passion avec son grand-père et se filme régulièrement sur le green. On la voit ici jouer à ses côtés ce week-end. Ils adorent passer du temps ensemble. En juillet dernier, la jeune fille avait prononcé ce discours très élogieux et très remarqué à la Convention des Républicains. Pour moi, c'est juste un grand-père normal. Il nous donne des bonbons et des sodas quand nos parents ont le dos tourné. Et pendant cette campagne, elle a donné une image très humaine du candidat. En fait, son grand-père est son plus grand modèle. Quand j'ai grandi, je voulais vraiment être comme lui, me battre comme lui, ne pas prendre 2 jours de congé et continuer à travailler, me démener comme il le fait. Et c'est vraiment incroyable. Je pense qu'il va tout déchirer. Merci d'avoir regardé. On devrait entendre beaucoup parler de Kai Trump ces prochains mois, car elle est un atout considérable pour la communication. Oui, elle a filmé, vous avez vu, non, Catherine Mangin, elle a filmé l'intérieur de... Elle a filmé de Mar-a-Lago, absolument. Et elle contribue à donner cette image finalement de tribu familiale. Famille royale à Donald Trump, avec effectivement la présence d'Elon Musk. Mais effectivement, cette dimension familiale, c'est la première fois qu'elle est aussi prégnante dans la campagne de Donald Trump. Il y a aussi le rôle très très important joué par son fils Bannon, qui lui a convaincu son père, par exemple, de faire des podcasts. Voilà, ils sont tous sur les réseaux sociaux, ils sont tous... Ils ont tous cette modernité-là, encore plus évidemment avec le patron de X. Oui, et par ailleurs, dans la tribu familiale, il y a quand même Ivanka. Oui, c'est ça, qui a disparu. Oui, elle a complètement disparu. Alors on la voit, elle est là, elle est présente, mais elle n'est plus du tout... Elle avait complètement disparu. On se demandait si elle n'avait même pas rompu avec son mari, Jared. Et son père, son père. Son mari, non. Son mari gagne beaucoup d'argent et ils sont très actifs. Et elle est réapparue le soir de l'élection de Trump. Mais complètement à l'extrême droite. Mais elle est venue au dernier moment et il l'a citée au même titre que les autres. Mais il y a un mystère. Il y a une brouille, il y a quelque chose. Ça m'intrigue. Hier, Boris Johnson était invité à France 2, dans le 20h de France 2, et il a dit que la presse européenne se trompait sur Trump et on serait peut-être surpris de ses qualités. Vous trouvez qu'il y a beaucoup d'anti-Trump dans la presse, vous qui êtes éditorialiste? Je pense qu'il ne faut pas ni être anti, ni être pro. Il faut constater qu'il y a un phénomène qui balaye les États-Unis, qui est intéressant, qu'il faut absolument analyser. Ça ne sert à rien d'être anti-Trump. Et on voit bien qu'être anti-Trump, en tout cas pour les démocrates américains, ça ne les a pas servis. Il aurait fallu utiliser d'autres leviers pour convaincre les Américains. Donc, moi, je pense que, quand on voit la constitution de son cabinet, quand même, ça interroge. Ça interroge parce qu'on se demande s'il ne va pas faire exactement ce qu'il a dit qu'il ferait, auquel cas, on va déguster quand même. Catherine Mangin, vous avez été chef du service économie d'RTL, donc niveau économique, ça peut faire quelque chose. Oui, de toute façon, disons que la communauté économique mondiale est plutôt favorable à l'arrivée de Donald Trump. Après, la question, c'est effectivement de savoir ce qu'il va faire, et notamment de quelle manière il va déréguler, de quelle manière il va choisir des options qui sont des options... Non, je parle excusez-moi. C'est la radio. C'est la radio, c'est le direct, c'est normal. Oui, mais comme on parle beaucoup, il me disait, est-ce qu'on enlève un son? Voilà, je dis tout à mes auditeurs. Faut qu'on s'arrête alors. Non, c'est intéressant. Et donc, poursuivez. Oui, et donc la dérégulation, et puis effectivement, le choix des énergies fossiles. Puisque si Fort Baby Fort, c'est-à-dire Drill Baby Drill, c'est quand même une des premières phrases qui a été prononcée. Donc
Est-ce qu'il va contribuer à faire arriver une masse de pétrole à nouveau, d'énergie fossile pas chère sur le marché? Ça peut complètement bouleverser les équilibres mondiaux, et ça peut aussi remettre en cause les choix souvent onéreux qui sont faits des énergies renouvelables. Absolument. Donc tout ça, c'est des questions qui vont se poser à nous, et encore plus particulièrement en Europe, bien évidemment. Ça aura forcément des conséquences. Hier, Clara Luciani, qui fait la tournée de toutes les télévisions, Clara Luciani, on la voit partout. Elle était hier dans Cet Avou, elle a raconté qu'un des moments les plus forts de sa vie professionnelle, c'était son interview la semaine dernière au Papotin. Évidemment, je vous fais réagir au Papotin. Et alors... Le Papotin, c'est donc une interview une fois par mois sur France 2 à 20h30 le samedi. Ce sont des artistes, des personnalités qui sont interrogées par des autistes. Et là, vous allez voir, elle s'est faite engueuler par les journalistes en herbe. C'est quoi ton gros mot préféré? Je dis assez souvent putain. Non, je suis pas d'accord. Je vais me faire engueuler, je crois. Je ne suis pas d'accord avec cette proposition. Je suis pas d'accord ce qu'elle a dit, Clara Luciani. Parce que moi je dis, punaise, démerdez-vous de vos mieux. Débrouillez-vous de votre mieux. Punaise. Nom d'un chien. Alors, je prends en compte vos remarques, je les entends. Et à chaque fois que j'aurai envie de dire ce vilain mot qui commence par pu, mais que je dirai pas à la fin, eh ben je dirai nom d'un chien. C'est quand même mieux de le signaler. Voilà. Heureusement que tu étais là, Johan. Merci. Merci Johan de nous avoir tous remis sur le droit chemin. Formidable programme, hein. Oui. C'est vrai que le handicap, comme ça, ou dans un petit truc en plus, aussi, le fameux film aux 10 millions d'entrées, je crois. Oui, c'est ça. C'est intéressant parce que ça renverse les équilibres dominant-dominé. Dans Absolument. Papotin, on est face à des questionnements dont on devrait s'inspirer, qui sont vraiment à l'état brut d'une sincérité, d'une authenticité. C'est un peu comme l'échec, pardon pour cette analogie, je suis pas obsédée, mais ça met chacun face à lui-même. Et on est obligé effectivement de sortir des postures. Valérie, quel était l'événement musical hier? Paul Naref. Oui. Alors, hier, nouveau 13h de TF1. 13h de TF1 qui l'a révélé. Hier, nouveau single de Paul Naref, 80 ans. Il sort donc un nouvel album et d'un nouveau single. Alors, ça parle de genre et de l'orientation sexuelle, hein, comme quoi il traite de quelque chose dans l'actualité. Il appelle à la tolérance. On écoute Sex, etc. Il y a des soirées à éviter quand on décide de la tenter. Quand t'as plus ça fait pas deux. Tous les calculs se montrent nombreux. On reconnaît pas trop sa voix, hein. On reconnaît pas trop sa voix, je trouve. Hein. Quand même. Joker, hein. Mais effectivement, moi qui suis une grande fan de Paul Naref. Ça veut dire qu'elle est d'accord avec vous. Qu'elle se mouille pas. Vous mouillez pas. Alors, il y a quand même un peu la mélodie. Il y a un peu la mélodie, mais c'est pas... Le génie de la mélodie est un peu là. Donc voilà, et au début des paroles, il dit un homme et une femme, on ne cherche pas. Vous croyez que c'est pas lui? Je n'irai pas jusque-là. Ça a trafiqué alors? Vous pensez que c'est l'intelligent comme oh là là, vous êtes complotiste. Non, mais je pense que sa voix a changé, a évolué. Je n'allais pas jusque-là. Non. Moi, j'ai eu la chance de le voir en concert. C'était formidable. Hein. Il a une énergie incroyable. On se retrouve dans un instant pour parler de l'art de perdre en politique. Et le complot. Avec Elisabeth Martichoux et Catherine Mangin, toutes les deux journalistes qui ont écrit ce livre. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansma, Sud Radio Média. Les invités du jour. Les invités du jour, deux formidables journalistes. Catherine Mangin, vous avez été gentil, merci, longuement... Valérie. Mais c'est vrai, mais je le pense sincèrement. Catherine Mangin, vous avez été longtemps journaliste à RTL, service éco. Oui, et puis directrice adjointe de l'information. Et aujourd'hui, vous êtes vice-présidente de Publicis Conseil. Consultant. Et Elisabeth Martichoux, je pense que également, on
connaît votre visage sur LCP, état de santé une fois par mois, éditorialiste à LCI, puis vous êtes le vendredi dans Bonjour, la matinale sur TF1, et toutes les deux, vous avez enquêté sur cet art de perdre en politique. C'est le titre de votre livre qui paraît chez Stock, que je conseille vraiment, parce que c'est un livre qui se dévore, parce que on est au cœur de l'humain. C'est vraiment ce qui m'a frappé en lisant le livre, c'est la nature humaine de ces politiques, cette envie de gagner, et puis comment ils se révèlent dans la défaite, avec les bons perdants, les mauvais perdants. Comment déjà la genèse du livre, c'est quoi? Moi, j'étais très intéressée par la défaite, comme nous tous. Qui met chacun face à lui-même. Parce que et la défaite, c'est un matériau romanesque, théâtral. Les plus grands héros sont des perdants, en réalité. Et donc, j'ai proposé à Catherine qu'on applique cet état, cette situation, à nos hommes politiques qui, en effet, sont dans un état d'esprit, on les voit comme des éternels conquérants, mais ce qu'on sait moins, c'était pas pour juguler le bashing des politiques, mais c'est vrai que ce qu'on ne sait pas, c'est que, comme vous disiez tout à l'heure, Valérie, on perd plus qu'on ne gagne en politique, et que c'était intéressant de s'intéresser aussi à cette dimension-là des parcours de nos grands hommes et de nos grandes femmes politiques. Alors, vous m'avez dit, vous n'avez pas vraiment répondu à la question. Je vous ai dit, est-ce qu'ils vous ont tous répondu? Vous avez répondu par ceux qui vous ont répondu. Qui a refusé, Catherine Mangin? Je vais aussi vous répondre un petit peu différemment. Non, mais il y a juste un petit point de situation qui permet d'expliquer les choses. Plus finalement l'échec est récent, plus c'est difficile. Et on le raconte à quel point c'est cruel. Alors il y a effectivement toute une série de personnalités avec lesquelles on a discuté, parfois très longtemps. Il y a des discussions avec certains d'entre eux qui ont duré parfois presque un an. Pour essayer de les convaincre que finalement c'est un sujet, mais ça les renvoie à quelque chose d'extrêmement douloureux. Et puis surtout, ils veulent continuer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas renoncé. Et le simple fait de parler d'échec, alors certains arrivent à le faire, on en a déjà parlé, hein, quand Bruno Le Maire, on l'a dit, arrive à nous décrire la situation pitoyable dans laquelle il se retrouve, c'est très fort. Mais d'autres ne sont pas capables de le faire. Et puis il y a ce que vous disiez aussi au début, il y a cette dimension du déni. C'est-à-dire que même si certains ont perdu ou certaines ont perdu, ils ne veulent pas considérer ça comme un échec. Anne Hidalgo, quand elle sort, Valérie, à 1,75% de la présidentielle, 1,75% pour un parti de gouvernement. C'est inouï. Elle ne veut pas en parler. Valérie Pécresse, 4,75%, en dessous du plafond de remboursement des dépenses de campagne. Le parti de droite qui a donné Jacques Chirac, etc. Nicolas Sarkozy, c'est quand même des tôles, pardon pour l'expression, qui sont monstrueuses. Et elles ne peuvent pas l'affronter. Mais d'ailleurs, elle fait appel à des dons. C'était aussi surprenant. Valérie Pécresse. Le Pécreston, quelque chose d'hallucinant, en disant « j'ai perdu, veuillez me rembourser ». Oui, mais c'est aussi une manière pour elle de se remettre en selle. C'est-à-dire que elle perd, alors comme dit Elisabeth, d'une manière absolument fracassante. Enfin, c'est inouï qu'un parti de gouvernement se retrouve à ce score-là, à moins de 5%. Et elle finalement, sa manière de réagir à cet échec, même si elle ne prononce pas et ne veut pas en parler, c'est dire, elle dit d'abord, je suis ruinée. Je suis ruinée parce qu'elle s'est engagée sur ses biens propres. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important pour elle et pour sa famille. D'ailleurs, son mari... qu'elle n'a pas imaginé à seul instant qu'elle pouvait être en dessous des 5%. C'est de l'impensé. Seul son mari avait imaginé... Enfin, disons qu'il avait imaginé que ça pouvait éventuellement arriver. Un jour, dans une réunion avec tous les éléphants de la droite, il dit en effet, et si on passe sous les 5%? Mais personne ne le croyait, donc personne n'a relevé. Inimaginable. Il y a une phrase où ce qui est frappant, c'est que les perdants n'abandonnent jamais, comme Bayrou, durer aussi longtemps. Il faut avoir une très haute opinion de soi-même. Est-ce que c'est le point commun de tous ces gens, c'est-à-dire avoir une confiance en soi absolue et une très haute opinion de soi, une vanité finalement, un hubris démesuré? Alors, qui veut répondre? Une vanité, pas toujours, mais souvent, mais pas toujours. Vous ne pouvez pas prétendre diriger le pays si vous ne pensez pas que vous êtes meilleur que tous les autres. Bien sûr. Si vous ne l'avez pas déjà. Et d'ailleurs, c'est peut-être un obstacle qu'ont les femmes, qui ont plus de mal à se projeter. Il faut impérativement se dire, je serai le président et j'ai les capacités. Si vous n'avez pas cette capacité de projection, et encore une fois, je pense que pour les femmes, c'est plus difficile culturellement, eh bien, vous ne pouvez pas y arriver parce que c'est une compétition, la présidentielle, qui est
infiniment plus exigeante, immédiatement les faiblesses se voient. Immédiatement. Parce que donc, si vous voulez... Kosciusko Morizet, elle a tout abandonné. Après avoir perdu. Alors elle a perdu elle a perdu les municipales à Paris et ensuite la primaire. La primaire elle est partie, elle est revenue d'ailleurs. Si elle veut nous appeler, elle peut. Elle est revenue en France. Elle est plus aux États-Unis. Je pense qu'elle a toujours des ambitions. C'est ça les politiques. Ils ont toujours ça au fond de leur cerveau. Ils ont toujours ça au fond de. Vous pensez qu'elle peut réapparaître, par exemple? Je pense qu'elle voudrait, d'une manière ou d'une autre, un jour. On l'a pas traitée, elle. Non. Mais pourquoi vous l'avez pas traitée? Oui, il fallait faire des choix. Il fallait faire des choix. Bruno Le Maire, avec lequel vous commencez, est d'une sincérité absolument étonnante par rapport aux autres qui vous font des confidences, effectivement. Mais lui, il lâche tout. Il raconte l'état de détresse dans lequel il s'est retrouvé. Oui, puis il a effectivement cette sincérité qui est remarquable au sens premier du terme. Et puis, il raconte cette expérience de l'humilité. Ce qui, encore une fois, en politique, n'est pas un mot extrêmement usité. Donc, il raconte aussi. Et puis, Bruno Le Maire, c'est le premier de la classe. C'est quelqu'un qui a tout réussi. Depuis qu'il est tout petit, c'est le premier de la classe, il réussit à tous ses concours, etc. Donc il monte très haut et tout à coup, là, c'est le toboggan. Mais quelle différence entre un homme politique et un cadre qui va, au bout de 20 ans, être licencié pour mettre un plus jeune? Ou vous, par exemple, on sait que vous, à RTL, ils n'ont pas été forcément... Vous êtes du jour au lendemain. On a tous été... vous avez tous connu. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire dans ce qu'on ressent quand on a été 15 ans ou 20 ans dans une boîte, ou c'est différent quand on est politique? Je pense que ce qui est différent fondamentalement, c'est que quand vous voulez être maire, député, a fortiori président, vous l'êtes au vu et au su de tous. Quand vous êtes député, nous on a eu des témoignages qui allaient dans ce sens-là, vous faites des plateaux télé, des radios, Sud Radio, d'autres, etc. Vous êtes devant tout le monde. Vous êtes le candidat, vous perdez devant tout le monde. Vous allez chez votre boulangère, elle vous regarde comme celui qui a perdu. Vous êtes président de la République, vous prenez des échecs monumentaux. Donc cette exposition-là, ce fait que ça se passe à ciel ouvert, c'est un peu différent de la rupture amoureuse qui peut vous anéantir, de la perte d'un licenciement qui est absolument aussi tragique. Mais la différence, c'est que tout le monde le voit. Juste un petit exemple. Quand François Hollande, c'était pas un échec, quand François Hollande sort avec son casque pour aller voir sa maîtresse, c'est une banalité absolue comme situation, un adultère. Bon, ben lui, voilà, c'est une catastrophe politique majeure. C'est toute la différence, c'est que ça se voit. Oui, il y a une particularité, effectivement, qui est cet affront public qui leur est fait. Oui, parce qu'en fait, les politiques, et puis... là, c'est un point commun. Ils font ça aussi pour être aimés. Faire de la politique, c'est être aimé, c'est chercher à être aimé, c'est chercher à être reconnu. Alors que, évidemment, quand vous êtes dans une entreprise, c'est pas vous poursuivez pas exactement ces objectifs-là. Vous voulez être apprécié, vous voulez être reconnu, effectivement. Mais en politique, il y a une dimension souvent affective qui est très différente. Et puis il y a un point. Il y a Claude Chirac qui nous en parle d'ailleurs. Ouais. Ah oui. Ah oui. Elle nous dit. Parlez bien dans le micro, Isabelle. On fait de la radio. C'est bien, ça veut dire que vous êtes détendu. Non, c'est vrai. J'invoquais Claude Chirac parce qu'elle nous dit quand son père perd. Elle dit, mais vous vous rendez pas compte, ce sont des millions de Français qui disent on ne te veut pas. On ne te veut pas, on te rejette, on ne t'aime pas. Et c'est la fameuse phrase de Bernadette Chirac, les Français n'aiment pas mon mari. C'est dur, mais c'est vraiment... Oui, mais pourtant, il a été élu avant. Donc avant, il a été aimé. Donc c'est le désamour. Il y a le désamour. Le désamour est aussi puissant, finalement, que l'amour à un moment donné en politique. On va marquer une pause, on va parler des mauvais perdants, et de Giscard en particulier. Alors lui, au contraire, il pense que c'est le peuple qui n'est pas à la hauteur, que le peuple ne le méritait pas. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous pour parler de l'art de perdre en politique. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansma, Sud Radio, le supplément média. Je travaille sur...
Alors, le supplément média, on continue à papoter pendant la pub. Elisabeth Martichoux, Catherine Mangin, journalistes toutes les deux, qui publient ce livre que je vous conseille si vous cherchez des idées de cadeaux de Noël. C'est un non, mais c'est vrai, c'est un livre passionnant, intéressant sur la politique justement, et pour une fois sur un aspect qui a été assez peu traité, l'art de perdre en politique. Ça paraît chez Stock. Il y a 20 interviews, 20 exemples à ne pas suivre quand on veut gagner. Oui, mais est-ce qu'il y a des exemples à suivre? C'est la question qu'on pourrait vous poser. Intéressante question. Si on veut ne jamais perdre le moral, vous faites comme Bayrou, qui a cette phrase qui est vraie, c'est « Moi, j'arrête pas parce que est-ce qu'on demande à un peintre d'arrêter ?» Elle est formidable, cette phrase. Ça veut dire que c'est une passion, c'est une vocation absolue qui, malgré tous les échecs, toutes les difficultés, on remonte sur son cheval et tagada, on poursuit son objectif. Peut-être qu'il ne l'aura jamais, puisque vous voulez être président, mais il est là où il veut être. Voilà. Oui, il y a cette phrase, Bayrou, vous dites-vous, écrivez-vous, et du genre qui ne fléchit pas, ouvrez les guillemets, je n'ai jamais eu un instant de découragement, jamais. Donc vous vous dites sauf une nuit où il découvre la façon dont il est caricaturé par les guignols, une espèce de bonnet surprise, ses grandes oreilles, toujours à côté de la plaque. Je crois qu'il n'aime pas trop les caricatures. Mais nous, ce qui nous a fascinés, par parenthèse, c'est qu'ils découvrent après coup les guignols. Ils ne s'étaient jamais regardés. C'est-à-dire quand même, parfois, ils sont un peu à côté de la réalité. Un peu à côté de la plaque. On parlait des mauvais perdants, on parlait de Giscard, auquel vous consacrez évidemment un chapitre. Giscard, c'est l'exemple même de celui qui n'a rien compris. On se souvient de son départ. C'est une image au revoir, évidemment. Tout le monde se souvient de ce départ, effectivement. Tout le monde se souvient de ce départ. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que c'est lui-même qui avait réglé les modalités pratiques de ce départ. C'est-à-dire que lui-même avait voulu cette mise en scène, mais ce qu'il n'avait pas mesuré, c'était la distance entre la table et la porte, qui aujourd'hui est dans toutes les mémoires. Donc plus sérieusement, il a vécu cette défaite comme une injustice profonde. Les Français n'ont pas compris ma valeur, et donc... Enfin, il y a la trahison de Chirac aussi, dans l'histoire, qui est très violente. Vous évoquez effectivement ces trahisons. Il y a Raffarin, qui est un chapitre très particulier. Jean-Pierre Raffarin, qui vous parle plutôt, lui, de la défaite de son père, j'ignorais d'ailleurs, moi, pardon, mon inculture, qui avait été un homme politique, un sénateur important. Et il raconte cette histoire où, petit enfant, il a été traumatisé de voir son père perdre. Oui, ça, c'est la défaite par procuration. C'est la douleur qu'on ressent pour des parents effectivement qui échouent, et c'est très touchant. Nous non plus on connaissait pas l'histoire de l'échec de son père, et il nous l'a raconté pourquoi parce que c'est ce qui l'a le plus marqué, plus que ses échecs. Lui, par exemple, à la présidence du Sénat, il s'est pris 2 fois une défaite. Eh bien, quand son père, il est tout petit, perd à la députation, il le vit comme une injustice profonde, vraiment. Et d'ailleurs, juste un petit mot, Michel Cotta, elle a écrit une formidable mémoire de la 5e République, et à la page 2 de ses mémoires 5e République, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte que quand elle est petite, dans les années 50, son père perd la députation et rentre à la maison. Elle écrit cette phrase, page 2 de ses mémoires: « Je ne ferai jamais de politique. » On ne l'a pas interrogé, mais c'est dire à quel point, quand on est enfant, on ressent avec... Mais c'est normal d'ailleurs, c'est pour... Mais la politique, quand on perd, eh bien, ça peut dégoûter des enfants tellement ils ressentent la douleur des parents. Mais finalement, est-ce que c'est pas leur point faible? C'est-à-dire avoir tellement peur d'échouer qu'on est prêt à tout. Tellement peur d'échouer qu'on est prêt à tout, c'est-à-dire toutes les manœuvres? Oui, pour continuer à gagner. Alors, vous voulez dire quoi? Des tricheries? De tricheries. Alors, il y en a, oui. Alors, entre autres. Oui, alors ça a été longtemps un sport très pratiqué. On a connu les tricheries au Parti Socialiste avec les bourrages d'urnes. On se rappelle de la bataille Copé-Fillon pour la présidence de l'UMP. Alors, avec heureusement, on va... Pardon? C'était la Coco. La commission. Ça nous a occupé, ça. Des heures et des heures d'antenne. Mais non, c'est pas la généralité. Vous êtes d'accord? Les plus grands échecs dont on parle sont vraiment des échecs à la loyale. Comment vivrait Marine Le Pen si elle était finalement écartée de la présidentielle, d'après vous? C'est une tragédie pour elle. Elle a accepté de prendre l'héritage politique de son père, tout en essayant de le recentraliser, de le dédiaboliser.
ce serait une issue dramatique pour une femme qui a voué sa carrière à la politique. Et maintenant, c'est intéressant comme débat. Est-ce que la justice doit intervenir dans la vie politique ? Mais vous avez déjà dû. D'ailleurs, vous avez dû en débattre. Et on n'a pas fini de le faire. Non, on n'a pas fini de le faire. Pour l'instant, elle n'est pas condamnée. Nicolas Sarkozy, lui, il est persuadé qu'il aurait gagné. Donc, il estime qu'il n'a pas perdu parce qu'il pense qu'il aurait pu gagner s'il avait eu plus de temps. Et lui, il est plutôt dans l'intellectualisation de sa défaite. Oui, puis il a une façon de. C'est un beau perdant. Il esthétise sa défaite. Parce que il y a quelque chose qui est important, c'est que et ça, c'est. Il y a un sociologue qui nous l'a très bien dit, c'est se transformer en qui s'appelle Marc Abélès, qu'on a interrogé sur ce phénomène. Quand vous êtes un beau perdant, finalement les gens disent de vous, il a perdu avec classe. Oui, donc, les gentlemen. Vous êtes un gentleman, donc finalement vous restaurez aussi votre image. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas se représenter, vous pensez? Parce qu'il ne veut pas reperdre? Non, je pense pas. Je pense que là, il a compris. Pour le coup, on parlait de ne pas être aimé des Français compte tenu de ses difficultés judiciaires. C'est pour ça que Marine Le Pen, c'est important. Je pense que ça laissera des traces. On sort un peu du sujet, mais je pense que quand même, il sait aujourd'hui qu'il ne peut pas. Mais pardon, François Hollande, il espère toujours. Et même Nicolas Sarkozy, je vous dis, il ne veut pas, il ne se représentera pas. Mais si toute la France vient le chercher, il ira. Il ira, bien sûr. Vous pensez? Il y a cette nostalgie qui est qu'on ne peut pas retirer du fond du cortex de ces politiques qu'un jour ils peuvent redevenir ce qu'ils ont été. Quand j'ai vu vous travailler sur LCP, on pourra en parler juste à la fin de l'émission, je me suis demandé pourquoi vous n'en avez pas fait un documentaire, et est-ce qu'ils auraient accepté tous d'être face à la caméra, ou c'est plus simple de vous parler sans la caméra? Si vous êtes producteur, on peut en parler. Mais vous pensez qu'ils accepteraient d'être face caméra? Écoutez, on ne leur a pas posé la question. Parce que j'ai trouvé que ça ferait un super documentaire pour LCP. C'est une bonne idée. Merci de m'avoir donné. Je suis trop cher pour LCP. Et il y a de toute façon des images d'archives qui documentent extrêmement bien tout ça. Parce que, on va se parler après l'émission. On va se parler. Non, mais c'est tout à fait vrai. Vous m'avez fait perdre le fil de. J'avais plein de questions. Giscard. C'est Nicolas Sarkozy. Non, le serial perdant, Manuel Valls. Ça, c'est comme ça qu'il est présenté. C'est le titre du chapitre, c'est cruel. Manuel Valls, ça nous intéressait. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui nous dit, alors qu'on parlait de ce livre, La gestation, qui nous dit, mais comment il fait Manuel Valls pour se regarder dans la glace? On s'est dit, voilà ce que pensent les Français. Manuel Valls, il n'a pas pu renoncer à être candidat alors qu'il avait compris qu'il était l'homme à gauche, à un moment le plus haï de sa famille politique. Ce qui nous a frappé, c'est pourquoi il y retourne. Pourquoi il accepte, et on l'écrit comme ça, de prendre la voiture, de prendre le mur en klaxonnant. Pour montrer qu'il n'est pas si mauvais que ça. Pour se redorer le blason. Psychologiquement, et c'est ça, c'est là-dessus que je voulais revenir. Vous avez parlé de sociologues et de psychologues, de psychiatres. Il y a Serge Effez qui analyse aussi la psyché, si on peut dire, de ces hommes. Et c'est vrai que ça interroge Manuel Valls de dire il y va dans le mur et il y va quand même. C'est une question de survie pour lui, enfin de survie politique. Il a besoin de. Mais il se tue aussi, c'est-à-dire que Barcelone, c'était une erreur fondamentale. Oui, puis il y en a eu d'autres. Il s'est présenté dans la circonscription des Français de l'étranger pour l'Espagne, alors que en 2022, il revendique ses racines espagnoles, etc. Et là aussi, comme disait Elisabeth, il se prend une tôle, encore une. Donc c'est quand même quelque chose qui est essentiel à son existence. Et c'est la grande différence avec les Américains. Une fois qu'ils se sont présentés, ils disparaissent à jamais. C'est-à-dire que c'est aux États-Unis, il y aura un nouveau candidat démocrate. Kamala Harris se représentera jamais, ça change à chaque fois, et c'est la grande différence avec la France aussi. C'est ça aussi qui nous intéresse. Et ce qui permet aussi de renouveler le personnel politique, parce que quand moi je lis votre livre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouveau en fait, que tous ces gens-là, à force de se représenter, ne laissent pas de place à avoir des nouvelles voix qui se font entendre, par peut-être Bardella à droite, mais il n'y a pas beaucoup de nouvelles voix ni à gauche ni à droite. Parce qu'il faut 30 ans. Mitterrand, 30 ans, vous imaginez 3 présidentielles ratées. Au bout de la 3e, on y arrive. Donc, vous vous rendez compte, après un parcours de parlementaire, élu local, première... Oui, et les Français, et ça nous étonne. Par exemple, vous prenez un Reagan, ou un Schwarzenegger en Californie, ils viennent de nulle part.
La seule exception en France, la seule analogie, c'est Macron. Mais aux États-Unis, on accepte de voter pour des gens vierges pratiquement en politique. En France, il faut qu'ils aient beaucoup perdu, qu'ils aient beaucoup de cicatrices, qu'ils en aient beaucoup bavé pour que enfin ils soient adoubés par le suffrage universel. Ouais, tout à fait. C'est en tout cas vraiment passionnant à lire. C'est une plongée donc dans la tête de ces politiques. Pour moi, je vous dis, Bayrou, c'est celui qui m'a le plus sidéré parce que ce côté, j'y vais, je ne saurais pas faire autre chose. Et effectivement, cette phrase, est-ce qu'on demande à un peintre d'arrêter de peindre, elle est incroyable. Et c'est aussi cette démarche de se dire, je vais gagner, qui peut surprendre et étonner. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre, L'art de perdre en politique. C'est chez Stock. Elisabeth Martichoux, Catherine Mangin, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On attend la suite. Thème d'état de santé. Le prochain thème d'état de santé, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va tuer les médecins et les infirmières ou est-ce que on va vivre En réalité, on s'aperçoit que non. Heureusement, les plus optimistes. L'IA va nous permettre de vivre plus longtemps, mais avec des médecins qui pourront restés plus longtemps dans la consultation. C'est ça l'idée, c'est génial. Merci infiniment. Sur LCP et puis sur LCI, on vous retrouve régulièrement et le livre évidemment dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous. Dans un instant, les débats. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.